Très bien. Bonjour à tous, je me présente Philippe Morisseau et je vais vous parler de GitOps, de Continuous Delivery et d'environnement et surtout vous expliquer comment éviter l'enfer parce que ça peut devenir l'enfer. En fait, ce talk, c'est la suite d'un talk que j'avais donné donné l'année dernière qui s'appelait Au secours, le DevOps part en vrille. En fait, j'expliquais comment, avec toutes les bonnes intentions du monde, on pouvait faire partir en vrille la démarche DevOps. Et donc, je vais vous proposer des solutions pour pouvoir, en fait, continuer à avoir une démarche DevOps dans des applications complexes, distribuées, tout en conservant un rythme agile. Et donc, ce talk-là, c'est la suite, c'est-à-dire qu'après avoir réussi à délivrer nos applications sur les environnements, en fait, il reste encore des problématiques à résoudre. Et donc, c'est de ça ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais y arriver. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Morisseau, je l'ai déjà dit. Je suis Cloud Solution Architect et je suis expert, on va dire, dans les démarches DevOps. Je travaille pour la société OnePoint et puis voilà, je suis très marqué Microsoft. Mais je vous rassure tout de suite, ceux qui sont allergiques à Microsoft, je ne vais pas vous parler de Microsoft aujourd'hui. Et puis on rentre dans le vif du sujet. Comment on fait pour que notre monsieur qui est ici se prenne la tête parce que c'est devenu l'enfer, la gestion de ces environnements. Alors tout d'abord, on repart de notre démarche DevOps et on se dit, ok, on a appliqué la démarche DevOps, on a mis un pipeline de CI/CD. Donc du coup, on a notre composant qui est dans notre repo, il se build, il se déploie sur nos différents environnements jusqu'à notre production. On est content. Tout va bien. Sauf que ça, c'est un fait, mais il manque un élément. Je vous explique. Parce qu'en fait, souvent, on va avoir notre package, mais avec notre package qu'on va livrer sur nos différents environnements, il va s'adosser à un truc qu'on appelle la config. La configuration, ça peut être plein de choses. La configuration, on va la représenter souvent sous forme de paramètres de configuration, qui peuvent être divers et variés, ça peut être des booléens, ça peut être des chaînes de caractères, et donc ils vont être différents en fonction des environnements que vous allez avoir, et en fonction des composants. Je vais prendre un exemple, donc on imagine, on a notre application, on a une première version que l'on déploie sur notre environnement de dev, et avec des paramètres, on la déploie sur notre environnement d'UAT, on la déploie en prod, on est content, tout va bien, c'est super. On a réussi à déployer notre application jusqu'en prod, sa version 1. Imaginons qu'on souhaite faire une évolution, un breaking change, on fait une V2, et là on décide de dire, ok, sur la V2, on a ajouté des nouveaux paramètres, on a modifié, et donc, sur notre environnement de dev, on ne va pas avoir trop de soucis en général. Comme on fait nos tests, on fait nos évolutions, on voit les nouveaux paramètres, on les ajoute directement au fur et à mesure, on n'a pas trop de soucis. Là où on va avoir des soucis, c'est qu'on va déployer en UAT, et mince, au moment du déploiement en UAT, j'ai oublié de rajouter le fameux paramètre qui est nécessaire pour ma version 2. Et là, vous allez avoir votre application qui va commencer à balloter. Donc, vous avez un risque d'oubli de paramètres de configuration. On continue avec notre scénario. On est sur notre recette de la version 2 sur notre environnement d'UAT. On a bien pensé à rajouter nos nouveaux paramètres ou à modifier nos nouveaux paramètres. Et on constate qu'en production, sur notre version 1, on a besoin de faire un hotfix parce qu'il y a eu un bug qui a été constaté et on doit le corriger. Et là arrive un autre sujet. Le sujet de, ok, je fais un hotfix, je le déploie sur mon environnement de dev. Donc ça veut dire qu'à la fois sur mon environnement de dev, je vais avoir la V1 et la V1 01 avec mon hotfix et la V2. Ça commence à perturber les développements. Et là où on va avoir un autre souci, c'est qu'on va avoir les paramètres de configuration qu'on va devoir gérer, la version 1.0 et la version 2. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. Et puis l'autre problème qu'on va avoir, c'est que on va être obligé de faire un rollback de notre configuration pour que la version 1.01 fonctionne correctement. Et il faudra aussi faire un rollback de notre configuration de notre version 1.01 sur notre environnement d'UAT pendant la recette de notre version 2. Et donc, du coup, il faudra dire à toutes les équipes de test, au fait, arrêtez de faire vos tests fonctionnels parce qu'on doit un hotfix à envoyer en prod. Ça va être un petit peu problématique. Donc, déjà, les problèmes que vous allez avoir, c'est le rollback de votre configuration et aussi la perturbation de votre recette sur vos environnements de recettes. Je continue
parce que là, on imaginait qu'on n'avait qu'un seul environnement, enfin qu'un seul composant à déployer. Dans la réalité, on va se trouver avec plusieurs composants à déployer pour notre application. Donc, on va avoir composant A, composant B. Là, j'en ai mis que 2 pour l'exemple. Et on va se dire, OK, sur mes 2 composants, j'ai des paramètres de configuration qui sont communs entre les composants, que je vais appeler des variables d'environnement. Donc, on va les identifier, c'est des variables d'environnement. Donc, on se dit, très bien, je n'ai pas besoin de répliquer cette configuration, ces variables d'environnement sur chacun de mes composants. Je vais les mettre dans un fichier que je vais appeler ma conf d'env. Et le problème, c'est que quand je vais vouloir modifier ma configuration d'environnement, je vais avoir un problème, c'est qu'il va bien falloir faire attention à ce que lorsque je modifie ma configuration d'environnement, que cette configuration soit bien impactée sur tous les composants qui utilisent cette configuration d'environnement. Donc attention, si on ne fait pas attention à ça, il va falloir peut-être gérer un redéploiement des composants si on chargeait la configuration au chargement du composant. Il va y avoir des problématiques. Donc attention, ça peut poser problème, le redéploiement des composants. Je continue avec un truc que j'adore, c'est mes copains, les certificats. Les certificats, c'est le truc que tout le monde oublie de renouveler. Oui, parce qu'en fait, on est content, on a notre application, on a mis un certificat SSL, on est hyper content, ça se déploie sur notre version 1, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il va expirer sur notre environnement de dev. Bon, en général, le développeur va s'en rendre compte, il va faire « Ah, attends, je renouvelle, ça marche, impeccable, c'est immédiat ». Sauf qu'il va falloir aussi penser à le faire sur les autres environnements, du AT et de prod. Et ça, si on n'est pas conscient qu'on va avoir des expirations de certificats, on va se retrouver avec des interruptions de service parce que notre certificat, il a expiré. Donc, attention. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais, pour aller jusqu'en prod avec notre hotfix, on perturbait notre recette. Donc là, on peut se dire, hey, j'ai une idée. En fait, pour ne pas perturber notre recette pendant quand j'ai un hotfix, je vais faire un environnement dédié pour pouvoir tester mon hotfix sans perturber la recette de ma version 2. Donc, on va créer en fait un nouvel environnement que je vais appeler hot, qui peut être un environnement éphémère, juste pour pouvoir faire la recette, et qui va me permettre de tester mon hotfix. Et donc pouvoir le déployer sans perturber quoi que ce soit durant la phase de dev et du AT de notre version 2. Sauf que lorsque l'on modifie notre processus de mise en production, il va y avoir un impact, c'est-à-dire que notre pipeline en général va être configuré au niveau de notre repository Git. Donc on imagine que sur notre version 1.0, on avait la connaissance des environnements dev, UAT et prod. À un moment donné, entre la version 1 et la version 2, on a rajouté l'environnement de hotfix. Et là, on se dit, ouais, OK, sauf que, en fait, j'ai un hotfix à faire sur ma version 1, donc je vais tirer une branche de hotfix, forcément, et du coup, je vais vouloir la déployer. Ah ouais, mais sauf que sur cette branche-là, l'environnement de hotfix, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, vous allez devoir faire un espèce de cherry pick dégueulasse pour pouvoir gérer cette modification de votre processus de mise en production. Donc, voilà, vous allez avoir des problèmes dans ce genre-là. L'autre sujet, c'est les dépendances. Ça, c'est aussi mon autre copain, c'est les dépendances de déploiement. J'en parlais beaucoup lors de ma précédente conférence, le DevOps par en vrille. C'est de se dire, bon, OK, j'ai des différents composants, donc on va faire un repo pour notre infrastructure. On a 2 web services et puis un 3e web service d'ailleurs qui fait appel à un 2e web service. Donc on a une sorte de dépendance dans ce genre-là. Chacun a son propre pipeline pour aller jusqu'en prod, avec sa propre configuration, tout va bien. Sauf que, on imagine qu'on a besoin de faire une évolution sur notre infrastructure, où on modifie notre infrastructure. Donc on fait une petite évolution. Donc, hop, donc on fait une version 1.1 de notre infra. Cette version 1.1 modifie peut-être une clé, un secret ou quoi que ce soit qu'on veut stocker dans notre configuration d'environnement, parce que ces informations-là vont être peut-être utilisées par les web services, on ne sait pas. Donc ça veut dire que notre configuration d'environnement va être mise à jour, et donc il faudra penser à remettre à jour tous les composants qui en dépendent. Donc attention, les dépendances de déploiement. Donc en résumé, on a un éventail de risques
Donc, à la fois la problématique de la configuration qui doit correspondre à l'environnement, mais aussi à la version du composant. Et donc ça, si vous ne faites pas attention à ces deux éléments-là, vous avez un risque d'anomalie. Vous avez un autre problème, c'est que certains éléments de votre solution ne vont pas suivre le cycle de vie de vos productions logicielles, donc exemple les certificats, et donc risque d'oubli. Vous allez avoir un troisième problématique, c'est la modification de votre processus de mise en production peut avoir des répercussions inattendues. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire du hotfix. Donc, risque de blocage complet de votre mise en production, de votre hotfix par exemple. Et le quatrième point, quatrième point, la complexité de la configuration qui doit croître proportionnellement au nombre de composants que vous allez avoir. Plus vous avez de composants, ça veut dire que vous allez avoir autant de fois des configurations que de composants multipliés par le nombre de paramètres que vous allez avoir. On va avoir un niveau de complexité et donc un risque d'erreur qui va être accru. Et enfin, l'évolution d'un composant qui peut impacter les autres. On voyait notre infrastructure qui impacte en termes de configuration les autres composants. Il faudra bien les gérer correctement, donc avec le risque d'anomalie si vous ne le gérez pas. Ok, donc là on a identifié à peu près tous les problèmes qui peuvent faire que notre mise en production au quotidien devient un enfer. Il y en a peut-être encore d'autres, mais j'en ai identifié au moins déjà 5. Bon, maintenant on va passer quand même aux bonnes pratiques avec un... Alors, c'est pas un tube de vaseline, hein. Ça pourrait être un tube de vaseline, mais non, je vous rassure, on va pas sortir ça. En tous les cas, pas aujourd'hui. Donc, une première bonne pratique et une première solution, c'est dire, ok, j'ai fait quelque chose de complexe, c'est peut-être trop complexe. Donc, en fait, mon architecture, si je simplifie mon architecture, je vais simplifier de facto mon CI/CD, donc mon processus de mise en production. En effet, si vous avez un monolithe versus une application distribuée, eh bien, quand vous allez prendre votre monolithe, vous allez dire, bon, ben, j'ai besoin que d'un seul repo Git, peut-être deux si vous voulez avoir un repo pour votre infra. Bon, ça ira pas beaucoup plus loin. Contrairement à votre application distribuée, où vous allez avoir déjà une petite collection de repos. Vous allez avoir, bien entendu, pour chacun de vos repos, un pipeline. Donc, sur votre monolithe, un seul pipeline, alors que sur votre application distribuée, plusieurs pipelines. Et donc, du coup, pareil, sur votre monolithe, un seul fichier de configuration, votre configuration d'environnement qui est unique, alors que votre application distribuée elle va avoir une configuration d'environnement et aussi des configurations pour chacun des composants de votre application distribuée. Donc, en effet, si vous faites ça, si vous simplifiez au maximum votre architecture, eh ben, vous allez résoudre déjà pas mal de problématiques. Le premier point, oui, je vais y arriver, pardon. Vous allez pouvoir réduire le risque au niveau d'erreur sur le nombre de paramètres de configuration, puisque vous avez réduit en un seul fichier de configuration. Et vous allez réduire le problématique de dépendance entre les composants, puisque vous n'en avez plus qu'un. Normalement, ça simplifie quand même énormément. Sauf que ce n'est pas systématiquement valable. Alors, en effet, sur un monolithe, le monolithe peut être très intéressant si vous avez des applications qui sont simples, pas trop complexes, mais dès que vous allez rentrer sur des monolithes avec, je vais prendre un exemple, 1 million de lignes de code, ça veut dire que vous allez avoir un gros paquet de tests unitaires, un gros paquet de tests d'intégration et un gros paquet de tests fonctionnels, alors que et donc tout ça devra s'exécuter très régulièrement pour vous assurer que votre monolithe fonctionne correctement et que tous les tests, vous n'avez pas de régression sur votre monolithe. Contrairement à une application distribuée, où vous allez découper votre application en différents composants qui vont avoir eux-mêmes leurs propres tests, leurs propres lignes de code et leurs propres tests unitaires, tests d'intégration et tests fonctionnels. Et là, du coup, si vous avez une évolution sur votre application distribuée, vous allez avoir un impact réduit puisque vous n'allez impacter que 1, 2, voire 3 composants, ça dépend de la taille de votre évolution. Et donc, du coup, vous allez avoir un impact immédiat d'un point de vue delivery, puisque vous n'allez pas redéployer tout votre monolithe, vous n'allez pas avoir besoin de retester tout votre monolithe sur vos tests d'intégration. Vous allez avoir un impact forcément environnemental, puisque votre monolithe, c'est un espèce de gros truc. Alors, je prends l'exemple du gros monolithe. Je ne vous parle pas du petit monolithe, la petite web app, ça ne pose pas de problème.
Par contre, quand vous êtes sur un gros monolithe, vous allez certainement avoir des impacts environnementaux et puis vous allez avoir forcément des impacts financiers. Donc, c'est une idée, mais attention à ne pas systématiser. La deuxième bonne pratique, c'est de penser life cycle, cycle de vie. En effet, si on commence dès le début, lorsqu'on délivre nos applications, à imaginer quel sera le cycle de vie des composants qui vont constituer notre application, on va avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui pourrait impacter notre processus et notre application au cours de sa vie. Je m'explique. Donc là, j'ai représenté avec des petits points tous les moments où on va avoir des évolutions sur notre composant d'infra, par exemple. Donc on imagine, on a plusieurs mises à jour, et puis on va avoir, mettons, un composant back-end et un composant front-end. Et là, on regarde et on se dit, ouais, mais en fait, en général, quand j'ai une évolution sur mon back-end, eh bien, en général, j'ai souvent, alors ce n'est pas systématique, mais j'ai souvent une évolution sur mon front-end. OK. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce moment-là à se dire, ben, en fait, mon back-end et mon front-end, ils devraient se déployer en même temps. OK, parfois, ça n'aura pas de sens, mais parfois, ça va m'aider, ça va simplifier ma gestion de mes pipelines et de ma configuration. Donc, ben, on va dire, bon, OK, à chaque fois que j'ai fait une évolution sur mon back-end ou mon front-end, eh ben, je vais le déployer les deux. C'est une option. Et puis aussi, quand on pense cycle de vie, eh ben, on va identifier tout de suite nos certificats. On ne les oublie pas, ceux-là. C'est-à-dire que quand on les a dit, OK, j'ai un certificat, je le mets dans ma roadmap de cycle de vie. Et ça doit être quelque chose qu'on doit retrouver dans les documents de votre application. OK, quelle fréquence, comment ça fonctionne, comment je l'ai fait évoluer, et est-ce que j'ai des composants qui se déploient en même temps. Donc, en faisant ça, en imaginant le cycle de vie de nos différents composants, on va réduire le risque d'oubli parce que, admettons, il y a des composants qui doivent être mis à jour et qui ne correspondent pas au cycle de vie de notre production logicielle. Et puis aussi, on réduit un petit peu la complexité de notre configuration puisqu'on va déployer plusieurs composants avec la même configuration au même moment. OK. Donc ça, c'est une solution. Une troisième solution, alors ça va paraître peut-être obvious, j'ai envie de dire, mais c'est important de le repréciser, c'est que souvent on va retrouver, alors des fois c'est par fainéantise, ou alors on se dit, ouais, mais peut-être que demain j'en aurai besoin de cette configuration. On va retrouver nos paramètres et puis on va se dire, bah, je vais prendre un exemple. Ah, bon, bah, pardon, là j'ai Microsoft, désolé. Donc on va se dire, bah, en fait, je vais avoir un paramètre qui s'appelle log level, et puis je vais vouloir définir en fonction de la stack le niveau de log que je veux. OK, c'est très bien. Ça veut dire qu'on s'offre le choix de tracer de façon différente plusieurs stacks de notre composant. Très bien. Mais ça veut dire que ça complexifie votre configuration. Parce qu'au lieu d'avoir un paramètre, ben là, vous avez déjà un objet qui contient 3 paramètres. Si vous faites la réflexion en se disant, ben en fait, au final, je n'ai pas besoin de tout ça. En fait, j'ai juste besoin de pouvoir dire, moi, je veux loguer en mode verbose, je veux loguer en mode information ou en mode warning. Eh ben, vous faites juste une référence en disant log config, le niveau de log. Ensuite, vous référencez votre paramétrage de configuration qui est dans votre application, dans votre composant. Et ça simplifie énormément. Vous avez réduit cette complexité à juste une chaîne de caractères. L'autre aspect sur la configuration, c'est ce genre de truc. Alors, est-ce que vous voyez le problème? Vous en voyez combien? 1, 2, 3 3. Bon, alors moi, j'en vois surtout 2, mais... alors, bon, le premier, je vais y passer rapidement, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le password en clair. Je pense que là, tout le monde l'a vu. Le deuxième souci, pour moi, c'est qu'en fait, on se retrouve avec de la redondance d'informations. En effet, on a d'un côté le server name, server login, server password, et de l'autre côté, la chaîne de connexion, la connection string. Pour notre base de données, c'est peut-être un peu redondant. Soit on supprime la connection string et on va la déduire par rapport aux 3 premiers paramètres, soit on fait l'inverse,
C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, OK, j'ai pas besoin des 3 premiers paramètres, j'ai ma connection string, c'est suffisant. Donc ça, déjà, rien qu'en faisant ça, on simplifie et on réduit la complexité de façon évidente, mais c'est bien de le rappeler. Donc en faisant ça, ben, déjà, on va réduire forcément la complexité et le risque d'erreur sur notre configuration. Alors, un petit rappel, hein, je vous ai donné quelques best practices, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut penser comme un juste milieu. En effet, je ne vais pas vous dire que le monolithe, c'est mieux que les applications distribuées. Je ne vais pas vous dire qu'il faut proscrire les paramétrages. Il en faut. C'est important parce que c'est ça qui va vous donner la flexibilité sur votre application, sur vos différents composants. Mais attention à ne pas en mettre de trop. En fait, c'est un juste milieu entre le nombre de pipelines de CI/CD et le nombre de paramètres. Si vous avez trop de pipelines de CI/CD, vous êtes sur une application distribuée, peut-être trop distribuée. Et si vous avez trop peu de pipelines de CI/CD, donc trop peu de composants dans votre application, vous êtes plus proche du monolithe. Et dans l'autre sens, si vous avez peu de paramètres, vous êtes sur une application qui est exigeante, parce que vous n'allez pas pouvoir la moduler comme vous le souhaitez. Et si vous êtes avec trop de paramètres, ben là, vous allez avoir trop de paramétrage et ça va être complexe. Donc, encore une fois, ça va dépendre du projet, mais visez un juste milieu. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Là où je suis trop complexe, là où je suis trop distribué. Le dernier point, c'est la modification de notre processus de mise en production. Donc, voilà, j'étais tout à l'heure sur notre cherry pick là, pour gérer notre hotfix, et c'était quand même bien dégueulasse. Donc, il y a une autre solution qui consiste à se dire, si je modifie mon processus de mise en production, même si je ne fais pas d'évolution en tant que telle de mon application, parce que je ne veux pas apporter de valeur, tant pis, je décide de faire un incrément. Parce que c'est tellement important que je dois gérer cet incrément sur tout mon processus. Et je le pousse jusqu'au bout. C'est-à-dire que mon processus de mise en production fait partie de la qualité de mon logiciel en prod. Donc ça, c'est une astuce et une pratique que moi, j'ai mis en place sur mes équipes projets. Et à partir de ce moment-là, alors ça choque un peu, je dois avouer, mais en même temps, on va faire un incrément mineur, pas une majeure, hein, on ne va pas faire de breaking change, mais ça permet tout de suite de s'assurer qu'à un moment donné, si j'ai un hotfix à gérer, je sais gérer. Si j'ai un autre élément, un autre environnement, en tout cas, c'est géré. Et donc, en faisant ça, eh bien, on va éliminer le fameux risque de blocage. OK. Donc, là, on a un ensemble de bonnes pratiques, mais sauf que, pour le moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous ai pas parlé du tout de GitOps. Donc là, vous êtes en train de vous dire, eh bien, il nous a bien entubés. Non, j'en parle maintenant. Donc, du coup, le GitOps, alors le GitOps, si vous avez un monolithe, c'est pas la peine. Vous n'en avez pas besoin. La pratique GitOps n'est pas nécessaire pour du monolithe. Ça ne sert à rien. Enfin, il faudra m'expliquer le jour où vous en avez besoin d'appliquer la pratique GitOps pour un monolithe. Donc, on va se concentrer sur notre application distribuée avec tous ces pipelines, tous ces fichiers de configuration et sa configuration d'environnement. On prend notre application distribuée. Donc, comme je vous disais, chaque composant de notre application distribuée a un mix de configurations spécifiques à notre composant, à chacun des composants, et des configurations générales qui correspondent à notre environnement. En fait, tous ces paramètres-là, on peut les ranger en quatre catégories. Les paramètres dits dédiés aux composants, donc c'est-à-dire que c'est un paramètre qui ne servira que aux composants et uniquement aux composants. Il y a des paramètres qui sont liés au déploiement, donc qui ne seront mis à jour qu'au moment ou modifiés qu'au moment où on déploiera le composant et jamais à un autre moment. Et là où on va avoir le plus de problèmes, c'est sur les deux autres, ceux qui ne sont pas liés au déploiement, donc le certificat ou les modifications d'une connection string parce que vous travaillez avec un partenaire qui a décidé de révoquer ses clés et donc vous devez changer les fameuses clés d'accès, et les paramètres qui sont communs, vos fameuses variables d'environnement.
Donc là, j'ai fait un petit florilège d'à peu près tous les types de paramètres qu'on peut trouver, des clés d'accès internes, les clés d'accès externes, les endpoints, les certificats, les feature flags, les paramètres fonctionnels, techniques, de performance, etc. Donc, on focus sur ces deux-là, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser dans une démarche GitOps. Je m'explique. Alors, déjà, qui connaît le GitOps? Oui, quelques personnes. Bon, alors, la genèse, en fait, le GitOps est un héritage du DevOps. En fait, quand on a fait travailler les équipes Dev et Ops ensemble, les Ops se sont dit, putain, les développeurs, ils ont un truc qui est vachement cool, c'est Git. Et en fait, nous, on est toujours avec nos fichiers Excel ou avec nos fichiers un peu sur des disques durs un peu éparpillés, où on a mis ça dans des trucs où on a chiffré, machin chouette, et c'est le bordel. C'est chiant. En plus, les rollbacks, on ne les gère pas bien. Et on a un outil là qui a l'air sympa, qui s'appelle Git, où on va pouvoir mettre nos paramètres de configuration dedans. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre des tags pour pouvoir gérer nos versions et pouvoir suivre le cycle d'évolution de nos différents paramètres. Donc, pourquoi pas utiliser Git pour pouvoir gérer nos fameux paramètres de configuration qui sont soit non liés à nos déploiements, soit qui sont communs à l'ensemble de nos composants de notre application distribuée. Faisons ça. On se dit, OK, on fait un pipeline en plus et on va utiliser la démarche DevOps pour déployer nos configurations sur nos différents composants. Youpi, super, génial, ça marche nickel. On est content, sauf que, imaginons un scénario où, en fait, on a un composant qui est crashé au moment du déploiement de la configuration sur nos différents composants. Ça veut dire que le composant en lui-même ne va pas recevoir la nouvelle mise à jour de la configuration, et donc ça va avoir des impacts, puisque vous allez avoir un problème de cohérence au niveau de la configuration sur vos différents composants. Donc ça, c'est un premier problème, donc attention. L'autre solution, c'est de se dire, OK, là, on faisait du push de configuration sur nos différents composants, on constate que, on peut avoir des problèmes. L'autre solution, c'est de dire, OK, en fait, on va utiliser un quatrième composant dans notre architecture, un gestionnaire de configuration, qui, lui, va fournir les composants à l'ensemble de nos composants. Et il va dire, c'est moi qui ai tous les paramètres, venez voir chez moi les paramètres, les valeurs de vos paramètres dont vous avez besoin. Et moi, j'irai les chercher sur mon repo Git. Super, c'est une très bonne idée, ça marche super bien. Sauf que vous allez le faire ça en prod, c'est à peu près certain ça va marcher. C'est-à-dire que votre configuration manager va pouvoir aller récupérer les configurations sur votre repo Git sur la hors prod. Mais alors par contre, sur la prod, à mon avis, vous allez avoir le RSSI qui va vous gueuler en disant « Ah non, la prod, elle a hors de question d'aller interroger des repos Git dans le SI1. » Donc là, vous allez peut-être avoir un petit problème sur vos environnements de prod. Donc, la dernière solution, c'est de se dire « Bon, OK, je vais faire un mix des deux. » Et donc, d'un côté, je vais utiliser mon repo, mon pipeline DevOps pour déployer ma configuration sur mon Configuration Manager. Donc là, je fais du push. Et utiliser mon Configuration Manager pour pouvoir mettre à disposition mes paramètres de configuration sur tous mes composants. OK, donc là, on a à peu près la bonne solution, ça a l'air d'être pas mal, et on va voir du coup l'impact de ça sur nos différentes problématiques. On reprend le hotfix. Le hotfix, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là on avait un petit retour arrière, donc du coup, il ne fallait pas louper le paramètre de configuration et donc du coup ça nous posait problème puisqu'on avait une incohérence au niveau de notre config. Là, l'avantage du Configuration Manager, c'est qu'il va pouvoir gérer les versions. C'est-à-dire que lui, il va avoir l'historique des versions de vos configurations dans son système. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir juste à dire à votre composant, au fait, j'ai besoin de la configuration, je suis en version 1.01 ou 1.0, et il dit, bon, OK, si tu es en version 1.0, c'est la config 1.0. Enfin, 1.01, c'est la config 1.0. Donc, il va pointer tout de suite sur la bonne configuration. Donc, du coup, plus de problématique. Vous ne vous posez pas la question. L'autre problématique, c'était les fameuses variables d'environnement qui peuvent impacter tous vos composants et il va falloir redistribuer tout ça sur tous vos composants. Et bien là, avec votre Configuration Manager, comme vous avez poussé votre configuration et qu'il centralise toutes les configurations, à ce moment-là, vous dites à vos différents composants, au fait, la configuration, il faudra aller la chercher
sur votre Configuration Manager. Donc, quand vous mettez à jour votre configuration d'environnement sur le Configuration Manager, tous les composants récupèrent la configuration. Super bien, top. Pareil pour les certificats. Du coup, vous dites sur votre Configuration Manager, j'ai le certificat. Donc, quand il va expirer, eh bien, automatiquement, c'est le Configuration Manager qui va gérer le certificat pour vous et qui va le distribuer sur l'ensemble de vos applications. OK. Et pareil pour les dépendances de déploiement. Donc là, on avait la problématique de mise à jour de votre infra avec des clés qui changent, etc. et qui vont pousser votre configuration, enfin qui vont faire une mise à jour de votre configuration d'environnement et qui nécessitent une mise à jour de l'ensemble des composants qui utilisent cette configuration d'environnement. Et bien là, la solution, ça va être de dire, OK, quand je fais une mise à jour de mon infra ou quand j'ai une mise à jour donc des clés ou des paramètres de mon infra, eh ben, je vais pousser ça dans mon repo Git qui contient ma configuration d'environnement. Et je vais dire à mon gestionnaire de configuration d'aller récupérer cette configuration et de la distribuer pour toutes mes applications. Comme ça, plus de problématique de dépendance. OK. Et donc, on voit qu'en appliquant une démarche GitOps, donc là, je ne vous ai pas parlé de produit à proprement parler, hein, c'est une démarche. En appliquant une démarche GitOps, je précise bien parce que on va pouvoir résoudre pas mal de problématiques. Le risque d'anomalie, le risque d'oubli et le risque d'anomalie aussi. Donc voilà, on va résoudre pas mal de problématiques. Alors, ça c'est bien. Mais alors du coup, je reviens sur l'exemple d'avant. Donc là, on avait notre configuration. Je vous ai dit, OK, on va pousser notre... mettons, on a notre infra, on met à jour nos clés, on les pousse dans notre configuration d'environnement qui est sur notre repo Git. Ouais, mais des clés sur un repo Git, c'est pas GG. Hein. Donc, non. Hop là, je me suis trompé de slide. Petite marche arrière, je vais y arriver. Voilà, pardon. Ne mettez pas tout et n'importe quoi dans votre repo Git. Utilisez un Key Vault qui va stocker vos connection strings, vos clés d'API, vos secrets. Et vous allez dire, une fois que vous avez mis votre secret dans votre Key Vault, dans la configuration, au fait, le secret, l'information, elle est dans le coffre-fort à cet endroit-là. Et comme ça, vos différents composants pourront aller chercher votre configuration directement dans le Key Vault. Là, vous faites quelque chose de propre. Pareil pour les certificats. Bien entendu, on ne va pas foutre les certificats dans le repo Git. C'est dégueulasse. On ne fait pas ça. On met les certificats dans un coffre-fort et on dit dans notre configuration d'environnement, le certificat va le chercher là-bas. Et comme ça, tous les composants vont aller chercher le bon certificat dans le coffre-fort. Tout va bien. OK, donc ça, c'est un point. Et enfin, je vais terminer sur cet aspect de attention quand même, votre Configuration Manager peut rapidement devenir votre single point of failure. En effet, imaginons que notre Configuration Manager vient à planter. Ça peut arriver, hein, c'est l'IT. Grosso modo, ça veut dire que si tous vos composants dépendent de votre Configuration Manager, vous avez planté tous vos composants. Bon, donc là, c'est problématique. Donc, premier truc, avoir toujours une copie locale de la configuration sur chacun de vos composants. En général, les frameworks qui utilisent des Configuration Managers l'implémentent. Donc, pensez bien à l'implémenter dans vos différents composants, de dire « Ah ouais, attends, je veux récupérer, garder un cache de la configuration et je veux le renouveler tous les X minutes si le Configuration Manager est disponible. S'il n'est pas disponible, je le garderai en tant que tel. Comme ça, ça vous évite des problèmes. Et puis, l'autre aspect, assurez-vous quand même que votre Configuration Manager est suffisamment stable. Parce que si vous dites, oh oui, non, mais le Configuration Manager, ce n'est pas vraiment un super composant, enfin, ce n'est pas un composant qui va apporter de la valeur à mon client en tant que tel, parce qu'il n'a pas de fonctionnalité à proprement parler, c'est une erreur. Parce que comme c'est potentiellement votre point de défaillance principale, ça peut devenir votre point de défaillance principal, il faut vous assurer que celui-ci peut très rarement tomber en panne. En conclusion, et là je termine,
enfin, pensez cycle de vie, ça c'est un premier conseil. Parce que si vous pensez cycle de vie, vous allez réussir à optimiser la complexité de vos pipelines de CI/CD et optimiser aussi l'élasticité applicative. C'est-à-dire que allez pas me faire un monolithe parce que c'était trop compliqué de faire des pipelines de CI/CD, d'en gérer plusieurs. Il y a un juste milieu. Pensez cycle de vie, ça permet d'identifier le juste milieu. Le deuxième point, c'est limiter votre paramétrage. Plus vous avez de paramètres, plus vous avez de complexité. Moins vous avez de paramètres, plus vous réduisez la complexité. Mais encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas mettre de paramètres. Hein, on ne va pas partir sur quelque chose de « Ah non, ce n'est pas paramétrable ». Et enfin, dans le cas où vous êtes sur des applications distribuées complexes, la promotion du GitOps va vous permettre d'améliorer la maintenabilité de votre application. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? J'organise, j'ai quand même le droit de poser des questions. Ah oui, tout à fait. Tu parlais de stocker en local ou la configuration, mais si ta configuration va chercher des secrets dans ton KeePass, enfin dans ton Vault ou n'importe quoi, comment tu fais? Du coup, tu as quand même un single failure de ton Vault. Oui, alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, en effet. Oui. Alors, oui, bah si, il y avait le micro. J'en ai pas parlé. En effet, votre Vault, c'est pareil. Hein. En général, il faut s'assurer que votre Vault, il ait des SLA suffisamment robustes pour que votre Vault ne vienne pas à être aussi votre single point of failure. Tout à fait. Je n'ai pas précisé, mais c'est vrai. D'autres questions? Ah, là-bas. Du coup, sur l'approche microservice, tu conseilles plutôt quoi, multi-dépôt ou monodépôt? Alors, encore une fois, c'est un juste milieu. En général, je suis plutôt tendance à dire plusieurs repos pour pouvoir en fait aligner le cycle de vie avec les évolutions du repo Git. Et donc, du coup, l'histoire correspond en fait à ce que vous avez dans votre repo Git. Mais encore une fois, ce n'est pas systématique. Si, comme je vous l'expliquais, vous pensez cycle de vie, ça veut dire que potentiellement, vous allez regrouper peut-être deux composants que vous souhaitiez d'un point de vue réseau sur deux microservices. Vous dites, comme ils évoluent à peu près tout le temps en même temps, ça a du sens de les mettre ensemble dans le même repo. Et je vais les faire évoluer au même rythme. Donc c'est un juste milieu. Encore une fois, ça dépend pour moi du cycle de vie des composants. Ça correspond? C'est une bonne réponse? Ouais, mais du coup, sur la config management, tu as quand même le problème inverse, parce que tu es en monodépôt et tu as un cycle de vie qui est décorrélé de chacune des applis qui sont en monorepo. Alors, non, parce qu'en fait, sur le Configuration Manager, il a son propre repo. Ouais, mais du coup, tu corrélères le cycle de vie de ton config manager, par exemple, en V2. Sur le monorepo, en fait, chaque application va avoir son propre cycle de vie. Ce qui va se passer, c'est que du coup, sur ton monorepo côté config management, tu vas avoir à un moment donné un risque de désynchro du cycle de vie, parce que ce n'est plus le même entre les deux. En fait. Et il ne faut pas, en fait. En fait, là, dans le principe du GitOps, c'est que en fait, le cycle de vie, c'est ce que j'expliquais, c'est que ça ne dépend plus du cycle de vie de la production logicielle, mais ça dépend des éléments extérieurs, donc comme l'histoire du certificat qui a été renouvelé. Et donc, pour moi, la configuration a son propre cycle de vie. Une autre question? Non, pas de question. Parfait. Je vous remercie.